Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on va continuer l'interview que j'ai faite de Yoann Le Trouy. Si tu veux écouter le premier épisode de cette interview, eh bien, c'est l'épisode précédent, l'épisode 92, qui a été publié hier. Tu peux le retrouver. Et si jamais tu veux écouter l'intégralité de l'interview de Yoann, eh bien, tu vas pouvoir retrouver ça dans la Black Box. La Black Box, c'est quoi ? C'est tout simplement là où je mets tout ce qui peut t'être utile et qui est totalement gratuit pour développer ton site e-commerce. Donc tu vas y retrouver des formations gratuites, tu vas y retrouver des livres blancs, tu vas y retrouver mes conseils quotidiens et tu vas y retrouver aussi notamment les interviews que je peux faire d'experts ou d'e-commerçants. Ces interviews, ils sont soit découpés sur le podcast, soit tu peux les retrouver dans leur intégralité directement en t'inscrivant à la Black Box. C'est totalement gratuit, tu as juste à laisser ton email. Tu as un lien dans la description de ce podcast pour aller voir comment t'inscrire à la Black Box. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on continue donc l'interview de Yoann et je lui ai simplement demandé comment, d'après lui, on fait pour travailler en confiance avec son agence web pour faire en sorte que ce soit un vrai partenariat rentable et efficace pour les deux parties, aussi bien pour l'agence que pour toi, ton propre site e-commerce. Et je laisse place à mon entretien avec Yoann. Ok, donc on a checké un petit peu tous les indices qui nous permettent de savoir qu'on peut avoir confiance en cette agence. Ok, maintenant, je travaille au quotidien avec cette agence. Qu'est-ce qui, d'après toi, peut casser la confiance ou au contraire la renforcer, d'après toi ? Là, encore une fois, il y a plein de choses et dans les deux sens. C'est-à-dire que la confiance peut être cassée du côté de l'agence vis-à-vis du client et aussi, évidemment, du client vis-à-vis de l'agence parce que, comme partout, il y a des bons et des mauvais clients, tout comme il y a des bonnes et des mauvaises agences. Il y en a qui vont vous vendre du rêve, il y en a qui vont être beaucoup trop chers par rapport à la prestation. Inversement, il y en a qui vont être très intéressants et vont faire du super boulot. Donc les critères, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de critères exhaustifs, mais il y a quand même des indicateurs qui doivent alerter. Ce qui peut casser la confiance du côté de l'agence, c'est si le client, de base, ça paraît évident, mais n'a pas confiance en l'agence. C'est-à-dire s'il demande tout le temps, s'il a tout le temps besoin d'être rassuré, si l'agence a toujours besoin de se justifier sur des prestations, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, mais pourquoi vous ne faites pas comme ça, bon, que la personne en face se pose des questions et ait besoin d'avoir des informations, ça c'est normal. Par contre, au bout d'un moment, si vous choisissez, si tu choisis une agence ou un freelance, ou un prestataire, quel qu'il soit, pour travailler avec toi, tu dois lui faire confiance. Sinon, soit tu travailles avec quelqu'un d'autre, soit tu le fais toi-même. Mais tu ne peux pas confier un projet à une agence et derrière expliquer à l'agence comment elle doit faire. Enfin, tu peux toujours, mais c'est un risque pour que l'agence, du coup, perde la confiance qu'elle avait en toi et c'est jamais bon de perdre la confiance. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a des limites techniques. Il y a des choses qui ne peuvent pas techniquement être faites. Donc là encore, il faut faire confiance à son agence. D'un point de vue SEO, c'est pas une science exacte. Donc il faut que on en revient toujours au même. C'est vraiment la confiance. Et après, je vais passer de l'autre côté, c'est-à-dire comment une agence peut ne plus avoir la confiance de son client. En SEO, donc je disais, c'est pas une science exacte. Une bonne agence, pour moi, elle doit être honnête. Il faut bien comprendre qu'elle peut faire des erreurs. Mais l'important, c'est qu'elle reconnaisse ses erreurs et pas forcément qu'elle nie à chaque fois en bloc en mettant la faute sur le client parce que ceci, parce que cela. D'un autre côté, le client peut légitimement perdre confiance en une agence si, par exemple, il voit qu'il est traîné de... je parle du SEO parce que c'est quelque chose de très impalpable. C'est difficile pour le client de s'y retrouver, savoir s'il a choisi le bon prestataire ou pas. Mais s'il se rend compte au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'il est traîné de rapport en rapport, qu'il n'y a pas forcément de résultat, même si le résultat en SEO, on en reparlera après, mais c'est pas une science exacte. Mais si l'agence elle brode à chaque fois qu'elle explique, s'il n'y a pas de transparence,
et que l'agence essaye de se raccrocher toujours à trouver des excuses, alors des fois il y a des excuses qui sont fondées, le client peut aussi faire des mauvaises choses qui mettent en péril le travail de l'agence, ça peut arriver, mais si c'est ça pendant 12 mois, sur 12 mois de stratégie, c'est compliqué, c'est normal que le client perde confiance en l'agence. Ensuite, si l'agence n'est jamais joignable, mais que ce soit par mail, par téléphone ou par n'importe quel moyen, ou accepte tout, une agence qui accepte tout, vous pouvez douter. Ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, on en revient un peu au même, hein, mais si elle accepte tout ce que vous lui demandez, si les résultats sont là, à la limite, tant mieux, mais c'est très rare qu'une agence qui dise oui à tout vous satisfasse pleinement sur tout ce que vous avez demandé, quand les demandes sont diverses et variées, évidemment. Hein. Voilà, c'est les choses que je vois. Dans ce que tu dis, en fait, moi j'ai le sentiment que à partir du moment où tu as fait la première étape qu'on a dit de checker un petit peu les indices qui nous permettent de choisir l'agence, il faut vraiment partir en se disant que c'est pas un prestataire de service qu'on a pris, mais un partenaire pour notre business, et qu'il a tout autant intérêt que nous de faire croître le business. Parce que si l'agence, comme ce qu'on disait au début, c'est que l'idée d'une agence finale, c'est pas du one shot, c'est que c'est à très long terme que tu vas bosser avec ton agence, si ça se passe bien, et que du coup, l'objectif de l'agence, il est tout autant de faire croître le e-commerce que le e-commerçant veut faire croître son propre e-commerce, parce que vous allez bosser longtemps ensemble, en fait. Moi, je vois ça comme ça. Bah, c'est un cercle vertueux, bien sûr. Tu choisis pas une agence. Une agence, ça a quand même un coût. Si l'agence est bonne, il y a des process qui sont mis en place. Tu mets pas en place des process et un engagement financier pour 3 semaines de boulot. Théoriquement, si ton choix est bon, tu vas tenir sur la durée. Tu vas trouver un conseil sur lequel t'épauler quand tu as des questions qui concernent le domaine de compétences de l'agence. Donc nous, PrestaShop, tu peux nous poser, on va t'épauler sur ton projet PrestaShop. Par contre, si demain, à côté, tu décides d'ouvrir un garage automobile, je pourrais pas t'épauler là-dessus sur comment gérer un garage automobile. Pour rester dans le domaine du digital, si demain tu me demandes des conseils sur Shopify, je pourrais pas te les donner parce que je suis pas du tout spécialiste Shopify. Par contre, si tu restes sur PrestaShop et sur des questions SEO sur PrestaShop, là on pourra t'épauler et tenir dans la durée, tant qu'on reste honnête, transparent et que voilà, toi aussi on peut avoir confiance en le client. C'est important aussi parce que c'est vrai ce que tu dis, une agence ou un freelance, c'est pas un esclave. C'est pas parce que tu payes, l'agence te doit le service qu'elle t'a vendu, mais contractuellement, ça s'arrête là. Maintenant, chez nous, et j'ai plein de confrères pour qui c'est pareil, on n'est pas avare de conseils. Donc évidemment que même si on n'a pas prévu de conseiller sur comment améliorer les positions SEO alors qu'on a signé juste une refonte d'une boutique PrestaShop, on va quand même t'aiguiller parce qu'effectivement, sur la durée, nous, on a tout intérêt à ce que tu sois satisfait, que ta boutique fonctionne, pour que tu continues d'être client. Parce que le pire pour une agence, en tout cas le pire pour moi, c'est de voir un client qu'on a signé en one shot et qui derrière n'est plus client parce que sa boutique ne fonctionne pas, plus de chiffre d'affaires, donc plus de chiffre d'affaires, plus de moyens, plus de prestations de services, tout simplement, ou n'est pas satisfait, donc va voir ailleurs. S'il n'est pas satisfait, c'est qu'on a merdé quelque part. Ou alors que le client n'est pas honnête, parce que ça arrive aussi. Des clients de mauvaise foi. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Donc voilà, la confiance, c'est vraiment dans les deux camps. Et pour choisir une agence, ouais, c'est ça, ce que je te disais tout à l'heure. C'est regarder un petit peu ce qu'elle a fait, la questionner, voir comment elle te répond, si c'est clair, si c'est transparent. S'il y a pas de, enfin, si tu sens, après c'est du ressenti. Si tu sens qu'elle essaye de détourner ou de ne pas répondre à une question, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche, donc peut-être creuser justement. Si vous avez un doute, si tu as un doute, il faut creuser justement là-dessus pour lever le doute. Ouais, tu peux, alors, quand tu choisis ton agence, tu peux aussi aller voir ce qu'elle a déjà fait et éventuellement contacter les personnes avec qui elle a déjà travaillé. Moi, c'est ce que je fais quand je travaille avec peut-être des gros budgets derrière. Clairement, je vais aller voir des clients de la personne, du prestataire avec qui je vais travailler et je vais me permettre de les appeler en disant voilà, vous allez travailler avec cette personne, que vous en pensez, quoi. L'histoire de voir, et je m'arrête pas forcément à une personne, ça peut s'être mal passé avec un client sans pour autant que l'agence soit mauvaise. Ouais. J'essaie de comprendre pourquoi et puis je vais appeler une autre personne, etc. Donc l'idée c'est vraiment de bien choisir au départ et après d'accorder sa confiance
tout en, dans ce que j'ai relevé que tu m'as dit, tout en ne pas hésiter à poser des questions quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce que l'agence a un devoir de clarté dans le travail qu'elle fait, sans pour autant être là ultra pointilleux, parce que quand tu es trop pointilleux, que tu demandes des justifications tout le temps, ce que tu disais, t'empêches l'agence de faire son travail. Est-ce que son travail à l'agence, c'est pas de sortir des rapports, c'est de faire le job derrière, de créer le site, de faire la refonte, de faire le SEO. Les rapports, c'est pour toi, pour que tu comprennes ce qui se passe, mais si elle passe plus de temps à faire des rapports et à se justifier, elle bosse pas en fait. C'est quelles sont les actions que tu as payées, parce que quand tu travailles avec une agence, tu payes des actions. Est-ce que les actions ont été réalisées? Est-ce qu'elles ont été bien réalisées conformément à ce qui a été vendu? Et juste pour répondre aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les avis sur Internet. Une agence qui n'a pas d'avis, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise. Par contre, une agence qui n'a que des avis négatifs, il y a un problème. C'est pas bon. On peut avoir un avis négatif, on peut pas plaire à tout le monde, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, regardez un petit peu, voilà, faut sonder un petit peu le web, contacter, voir comment on sent le relationnel, si on comprend clairement ce qui nous est expliqué, si la personne est sympathique aussi. Il y a des personnes avec qui ça passe pas, peu importe les compétences, ça passe pas. Bon, c'est comme ça. Là aussi, c'est la vie. Mais en tout cas, on en revient au fait de passer du temps avec le prestataire sur une longue durée. Il faut que ça se passe bien, que ça colle bien. Les promesses trop grosses aussi. Attention aux grosses promesses. Travaillez avec moi, vous allez être premier sur Google, je vous le garantis, dans 3 semaines. Fuyez, clairement. Ou alors précipitez-vous parce qu'il a trouvé un truc qu'on ne sait pas. Mais voilà. Ça craint. Les promesses trop grosses, les agences qui parlent tout le temps de on va augmenter votre chiffre d'affaires, faut pas oublier que le chiffre d'affaires, c'est pas le prestataire qui le génère, c'est le marchand. Le prestataire, éventuellement, l'agence est là pour accompagner, aiguiller, conseiller, guider, mais l'agence n'est pas là pour générer du chiffre d'affaires. C'est le marchand qui va générer du chiffre d'affaires. Tout comme le SEO, il y a un raccourci qui est souvent fait. Je fais du SEO pour augmenter mon chiffre d'affaires. Oui, l'augmentation du chiffre d'affaires, effectivement, c'est la finalité. On fait le plaisir d'un marchand, c'est pas d'être premier sur Google, c'est de vendre. Mais ça passe par des étapes. Pour vendre, il faut passer par plusieurs étapes, dont l'acquisition de trafic. Donc le boulot du SEO, c'est d'acquérir du trafic qualifié. C'est ça le boulot. Mais il ne faut pas faire le raccourci de je paye une agence qui fait du SEO, je n'ai pas d'augmentation de chiffre d'affaires, c'est une mauvaise agence. Ça, c'est totalement faux. Non, parce qu'il manque l'étape de conversion entre deux, qui ne dépend pas forcément de l'agence. Ça dépend de ce que tu as demandé à l'agence. Ça dépend de ce que tu as demandé à l'agence. Mais si, j'ai des anecdotes là-dessus. Un client, alors je ne vais pas trop citer parce que dans le secteur de la pièce détachée, secteur de la pièce détachée, donc un marché assez porteur. Alors j'ai plus exactement les mots-clés en tête, mais le ratio c'était ça. Il était out dans les SERP, donc les SERP c'est les résultats de recherche. Out sur son mot-clé principal, son top keyword, celui qui est censé lui ramener du trafic qualifié, son mot-clé exact. On le positionne, je sais plus, mais 4e. Donc il part de 100e position à 4e. En fin de prestation, moi, tout content, je l'appelle. Alors, on fait des bilans, enfin, pas des bilans, mais des rapports trimestriels, donc tous les 3 mois. Donc, on suit. Ah oui, il y a ça aussi, ça peut être intéressant après. Mais tous les 3 mois, on suit. Et au bout de la prestation, moi, tout content, on a obtenu des résultats plutôt sympas. Il était 100e, il est 4e. Il me dit qu'il n'est pas satisfait. Je lui demande pourquoi. Il me dit je ne vends pas plus. Je lui explique ce que je viens de t'expliquer là à l'instant. Et en fait, quand je fouille un peu, effectivement, gros problème de conversion. Le gars était en première page sur sa top requête, mais plus cher que tout le monde. Ouais. Donc forcément, plus cher, moins de garantie que les autres, etc., etc. Donc encore une fois, tu peux être premier sur ton top keyword, tu vends des matelas, tu peux être premier sur matelas pas cher. Si tu es plus cher que tout le monde, tu ne vendras rien. Ouais, c'est ce que je dis toujours sur le SEO, c'est qu'à un moment donné, quand les gens ont cliqué sur votre résultat, quand ils ont cliqué sur ton résultat dans Google, ils savent très bien qu'ils en ont éliminé 9, mais qu'ils peuvent revenir tout de suite derrière. Bien sûr. Et donc si tu arrives et que d'office, tu fais il est super cher lui, c'est très simple de revenir en arrière. Donc en fait, la première place, la deuxième, la troisième, la quatrième, enfin le top 10 de Google, il garantit pas en fait que tout va exploser, parce que derrière, il faut être précis sur son offre et proposer quelque chose qui va te donner envie. Et que quelqu'un arrive sur ton site, il n'a pas envie de retourner sur Google parce que c'est pas rassurant, parce que c'est cher, parce que c'est pas ce que je veux, etc. En fait. C'est clair, parce que là je parle du prix, mais c'est sur la proposition de valeur globale. Si tu te positionnes sur je sais pas, je vais donner un exemple concret. Tu veux te positionner sur des pneus Michelin, t'es premier, mais au final quand on arrive sur ton site, en fait tu vends des pneus Hutchinson.
tu vendras pas, puisque l'intention, c'est le gars, il va acheter des pneus Michelin, donc tu peux être premier ou tout ce que tu veux. Si tu vends pas de Michelin, tu feras 0 vente sur tes pneus Hutchinson. C'est des pneus de vélo. Puis tu te rends pas service en termes de SEO déjà de base, mais si jamais tu y arrives, en plus, tu vendras pas. Donc, on va pas rentrer dans la technique, mais tu envoies un mauvais signal, parce que tu vas avoir un taux de clic qui va baisser, du coup, un pogo sticking plutôt. Les utilisateurs vont cliquer sur ton résultat, mais comme ils trouvent pas le pneu qu'ils cherchent, ils vont revenir sur les résultats. Ça, c'est un mauvais signal qui est envoyé à Google, donc il n'y a aucun intérêt de faire ce genre de choses. Donc encore une fois, quand tu achètes du SEO, tu payes des actions. Encore faut-il que ces actions soient bonnes, mais tu ne payes pas une augmentation du chiffre d'affaires. Maintenant, la question, c'est comment vérifier si les actions qui ont été mises en place sont bien mises en place correctement. Là, le conseil que je donne parfois, c'est de se former en interne, donc à mon client, de déjà avoir une formation de base sur acheter soit le référencement pour les nuls, le bouquin s'il existe, je sais pas, ou sinon prendre une formation, se faire former par ta formation qui est très bonne, qui permet déjà d'avoir des bases et de comprendre ce que fait l'agence et de voir si ce qui a été vendu est bien exécuté. Ouais. C'est ce que je conseille souvent, c'est qu'en fait, y a plein de façons de faire du SEO. Tu peux les faire par toi-même, tu te formes et tu le fais par toi-même. C'est chronophage et évidemment, tu as d'autres choses à faire en tant qu'e-commerçant, mais c'est une solution. Et après, tu peux aussi te former, aller voir une agence et après, du coup, la relation, elle est beaucoup plus simple avec l'agence parce que l'agence, elle n'a pas tout à t'expliquer de A à Z. Tu connais des choses, elle gagne du temps parce que son job, encore une fois, c'est de faire des actions. Et toi, tu comprends en fait derrière. Tu parlais de rapport trimestriel, je ne sais pas si tu veux revenir dessus, mais quand tu reçois un rapport, tu vas le comprendre et tu vas justement voir cette évolution. Une chose qui est importante, et tu fais bien d'en parler des rapports, c'est que si vous travaillez avec une agence, en tout cas pour le SEO, hors de question que l'agence elle vous dise je bosse dessus et puis vous n'avez pas de nouvelles pendant 12 mois en fait. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose de façon régulière pour voir s'il se passe si en effet ça monte, ça descend, et si ça descend pourquoi, si ça monte pourquoi, etc. Ouais, c'est clair. Ce à quoi je pensais quand je parlais des rapports, c'est pour revenir à la confiance, il n'y a rien de pire pour une agence consciencieuse, parce que les charlatans, il y en a partout dans tous les domaines et eux ils s'en foutent, mais une agence consciencieuse, il n'y a rien de pire que d'envoyer un rapport détaillé au client en disant voilà, sur les 3 derniers mois, nous c'est ce qu'on fait, sur les 3 derniers mois, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a moins bien marché, donc voilà ce qu'on va faire sur les mois suivants pour essayer que ça marche mieux sur tel point, et que le client en fait te fasse jamais de retour. Pire, n'ouvre même pas tes rapports. Alors effectivement, c'est pas, il a aucune obligation, mais encore une fois, dans ce cas-là, il ne faudra pas venir au bout de 12 mois nous dire ça je suis pas satisfait, ça je suis pas satisfait. À partir du moment où on envoie un rapport, ok, c'est dans la prestation, mais il y a une utilité. C'est pas des rapports qui, en tout cas dans notre cas, c'est pas des rapports où tu cliques sur un bouton, ça te sort des trucs que tu peux trouver gratuitement sur Google ou je ne sais où, enfin sur Internet. Il y a une vraie utilité. Le SEO, pour que ce soit fructueux, il faut un échange. Ouais. L'agence est là pour exécuter des actions qu'elle va mettre en place suite à son expérience, et donc elle sait qu'en faisant telles actions, on a plus de chances d'avoir tel résultat, sans pour autant garantir les résultats, mais on sait que statistiquement, c'est ce qui fonctionne dans tel domaine, mais de l'autre côté, le client, lui, c'est important pour l'agence d'avoir le retour du client, parce que le client, il connaît parfaitement le produit, théoriquement, il connaît parfaitement le produit, il connaît bien ses propres clients à lui, il sait ce qu'il est possible de faire ou pas d'un point de vue marketing. Parce qu'on en revient tout à l'heure. Si tout à l'heure on parlait du prix du produit, mais il n'y a pas que ça. Il y a les frais de port. Si tous tes concurrents à prix égal, ils t'offrent les frais de port et que toi tu n'offres pas les frais de port à tes clients, tu feras 0 vente, tout simplement. C'est pas compliqué. Donc, mais ça, le SEO, il va pas décider d'offrir les frais de port à ta place. Donc voilà, c'est vraiment une collaboration. Et s'il n'y a pas d'échange, c'est du poker. Ouais, c'est ce qu'on disait au départ. Faut partir avec l'optique d'un partenaire. Un partenaire business, et que le partenaire on peut pas faire chacun son bonhomme de chemin de chaque côté, et puis à un moment donné se dire voilà, on n'est pas arrivé où on voulait, mais il faut avoir des réunions, ne serait-ce qu'un rapport, voilà. Et en effet lire ce rapport, échanger, j'ai pas compris ça, ok, pourquoi vous allez dans cette direction, et l'e-commerçant connaîtra toujours mieux le marché que l'agence, son propre marché que l'agence, et l'agence elle peut prendre une direction par rapport au SEO, et l'e-commerçant peut-être modifier cette direction en échangeant avec, parce que, attention, là on part sur un marché
on s'éloigne peut-être de mon marché, ou est-ce que voilà, ce type de clients, je sais que c'est des clients qui sont compliqués à gérer, etc. Et typiquement que je veux pas attirer avec le SEO. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut faire attention, et le rapport trimestriel que toi tu proposes, mais ça peut être un appel, ça peut être plein de choses différentes. Il faut le prendre au sérieux en fait, et c'est le point de liaison en fait d'une agence. En tout cas, là on parle de SEO, c'est valable sur plein de choses, hein. C'est valable sur, on fait une refonte, on peut très bien, sans avoir un rapport, mais à un moment donné, sur une refonte, l'e-commerçant, il faudra qu'il aille checker le résultat avant qu'on mette en production. C'est un vrai point important qu'il doit prendre au sérieux. Il ne doit pas juste dire voilà, c'est bon, allez-y, puis au final, quand c'est en production, s'apercevoir qu'il y a des problèmes. Ah non, c'est clair. C'est comme, pour reprendre l'exemple de la refonte ou de la création de boutique depuis zéro, quand il n'y a pas d'existant, c'est pareil, le cahier des charges, c'est super important. Si, tiens, une agence, pour revenir à la question, comment avoir confiance, savoir si on choisit la bonne agence, c'est est-ce que la prise de besoin, est-ce qu'elle est assez complète? C'est-à-dire, si l'agence elle dit oui, il n'y a pas de problème, on fait un site internet, c'est 10 000 euros, mais l'agence ne te pose pas de questions sur tes besoins, qu'est-ce que tu veux comme moyen de paiement, comme transporteur, combien de produits, comment tu vas organiser tes catégories, etc., etc., c'est sûr que tu vas aller au litige, c'est sûr. En revanche, une agence qui soit te demande un cahier des charges, soit rédige ou t'accompagne dans la rédaction du cahier des charges, ou nous on fait plutôt on envoie un formulaire, on pose toutes les questions dont on a besoin, et ensuite on fait une offre qui répond à tous ces besoins. Mais c'est important d'avoir cet échange-là. S'il n'y avait pas ça, un site internet, on peut créer un site internet. Aujourd'hui, la valeur, pour moi, elle n'est pas dans la création du site. Aujourd'hui, tu vas sur Wix, tu vas sur Shopify, tu télécharges gratuitement PrestaShop, tu installes ton site, tu as une boutique en ligne, il n'y a pas de problème. N'importe qui, en suivant, même quelqu'un qui a zéro compétence, tu vas sur YouTube, tu suis un tuto de Germain de Wemax, pour lui faire un petit coucou, il va t'expliquer comment créer ta boutique PrestaShop. Très bien, c'est gratuit, ça va te demander 5 heures de temps, là où une agence va en mettre 2, mais voilà, tu vas pouvoir le faire gratuitement. La valeur ajoutée, pour moi, elle n'est pas là-dedans. La valeur ajoutée, elle va être sur comment, en mettant ton site en ligne, tu vas optimiser tes chances de vendre. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'agence qui vend, c'est le marchand. Mais l'agence, ça va te donner des conseils que tu n'auras pas si tu suis 2-3 tutos sur YouTube. Donc des conseils. Pourquoi l'agence peut te donner des conseils? Parce que l'agence, ça n'a pas qu'un seul client. Enfin, ça dépend des agences, c'est toujours pareil, mais n'a pas qu'un seul client. Chez Digiactif, ça fait 10 ans qu'on fait du PrestaShop. Des boutiques, on en a vu plein. Des toutes petites, des grosses. Certaines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Voilà, il y a un recul qui permet de dire si vous allez dans cette direction-là, vous avez peu de chances d'y arriver parce que voilà, etc. Dans les clients qu'on gère, on va avoir le commerçant qui fait 500 euros de chiffre d'affaires par mois, le plus gros client, pas uniquement sur Internet, mais il fait plus de 100 millions d'euros. Donc, effectivement, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes systèmes, c'est pas les mêmes coûts, mais on a un recul, aujourd'hui, je pense, suffisant pour pouvoir conseiller, tout en sachant que c'est le marchand qui vend et qui reste décideur. Ça reste son produit, sa boutique. Ah, truc important. Je digresse tout le temps, mais plus je parle, plus j'ai des idées qui me viennent, des exemples concrets qui me viennent. Oubliez les agences qui vous vendent de la location de sites internet. Ouais, ok. Voilà. Si on vous dit le site, ça c'est super important, ça paraît un peu old school, mais ça existe encore. Une agence, et là c'est pas grave si je me fais pas des copains parce que je suis pas du tout copain avec ce type de proposition. Une proposition qu'on vous fait, voilà monsieur, vous voulez une boutique, votre site normalement c'est 50 000 euros. Mais parce qu'on est le 1er avril, vous avez de la chance, on fait déjà moins 50%, donc vous tombez à 25 000 euros. Et parce que vous avez une bonne tête, je vous fais 20 000 euros de remise. Ça vous coûte 5 000 euros. Sauf que vous allez avoir un site que vous allez pouvoir faire tout seul en suivant le tuto de Webax. Voilà, bon, je caricature un peu, mais... Ou alors, on te vend un abonnement. On te dit, ton site, ça va te coûter 1 000 euros par mois pendant 5 ans. Ouais. Impossible. Enfin, non, il ne faut surtout pas aller là-dedans. Votre boutique en ligne, vous devez l'acheter. Ça doit être un produit qui vous appartient. Propriétaire, c'est un actif de l'entreprise. C'est ça, c'est un actif de votre société et tu dois l'acheter, ta boutique. C'est un commercial, c'est un outil de travail. C'est pas un truc que tu vas louer. Je mets dans une case un peu différente tous les SaaS. Donc les Shopify, où là, effectivement, c'est un abonnement, mais parce que voilà, c'est conduit dès le départ, tu n'achètes pas le système. Tu loues le service du système. Mais à partir du moment où tu es sur de l'open source,
Donc, CMS open source en e-commerce, il y a quoi? Il y a PrestaShop, il y a Magento. WooCommerce. Il y a WooCommerce. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux. OS Commerce. OS Commerce. Il y en a plusieurs. Mais à partir du moment où tu pars sur un open source comme ça, tu dois, c'est ma vision en tout cas, tu dois être propriétaire de l'outil qui t'est livré. Ouais, je suis complètement d'accord. Et payable en, à la limite en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois, mais pas sur 5 ans, quoi. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est un actif de l'entreprise. Après, on peut se lancer sur un Shopify, sur un WheezyShop, sur des systèmes SaaS où on va payer un abonnement pour pouvoir utiliser le service. Mais là, justement, c'est un service et on ne possède pas la boutique. Mais à terme, si on veut être sérieux dans le e-commerce, il faut se rendre compte que le service type Shopify ne va pas nous permettre d'aller jusqu'où on veut. Et donc, du coup, il y a des customisations qu'on va vouloir faire. Et à partir du moment où on veut aller loin avec ça, il faut posséder son site internet pour que, si la relation elle se dégrade, et d'ailleurs, ça va me permettre d'enchaîner magnifiquement avec ma dernière question. Si la relation elle se dégrade avec l'agence, on puisse partir avec nos billes et non pas se retrouver sans rien et on perd notre site et éventuellement même notre fichier client. Enfin, voilà, ce qui est réellement dramatique pour un business. Du coup, ça m'amène à ma dernière question. D'après toi, ok, Voilà, j'espère que cette deuxième partie de l'interview de Yoann t'a plu. Il reste encore une dernière partie, la troisième partie de cette interview qui sera publiée demain. Ce sera l'épisode 94. Donc, je t'invite à revenir demain pour écouter la fin de cette interview si ça t'intéresse. Et si tu veux obtenir, encore une fois, l'interview en entier, tu peux l'obtenir dans la Black Box. Tu as un lien dans la description de ce podcast pour aller t'inscrire à la Black Box. C'est totalement gratuit et tu auras absolument tout ce que je partage gratuitement. Je l'ai mis dans cette Black Box. C'est un vrai coffre au trésor. Et tu auras l'interview complète de Yoann dans la Black Box. Je te dis à demain pour la suite de l'interview. Ciao.